vitesse égale proportionnelle à t, la durée. C'est la première loi physique mathématisée. L'impression de passer un oral là, c'est normal ou pas? Non, c'est une conversation. Il y a quand même au moins 2 idées dans le livre qu'on a considérées comme des idées de génie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Noun pour ce premier temps d'été scientifique ou d'été et sciences, appelez ça comme vous le souhaitez. Donc c'est un cycle culturel qui se propose de mettre la science à l'honneur. Tout commence par une idée que nous avons eue avec Gauthier de Pambourg, ici présent, et que je présenterai dans un instant. Cette idée, elle est simple, proposer des temps réguliers, ouverts à tous, pendant lesquels nous parlerons de science. D'abord parce qu'on aime bien ça, et nous pensons que c'est une raison suffisante que de partager un intérêt et une passion. Et puis, nous pensons aussi que dans la démarche collective et individuelle que nous pouvons tous avoir, de cette compréhension du monde dans lequel nous vivons, la science ou la donnée scientifique devrait avoir plus de place, et en particulier dans le débat public, et pas simplement quand tout va mal, comme l'épisode de l'année dernière avec la crise du Covid. Et quand je dis données scientifiques, je parle évidemment de l'information scientifique au sens du savoir, de la connaissance des lois naturelles qui régissent ce monde, des théories, des méthodes, des approches, mais aussi au sens de l'histoire de cette science, des découvertes, des débats et des controverses. Et ça tombe bien, puisque ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Gauthier de Pambourg et Étienne Klein, tous deux auteurs d'Idées de génie, 33 textes qui ont bousculé la physique, publiés aux éditions Flammarion. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, Gauthier de Pambourg, que je vous voirai pour l'occasion, et qui sera à la place de l'intervenant ce soir pour cette même occasion. Alors, vous êtes ingénieur centralien, donc diplômé de l'École centrale Paris, aujourd'hui Centrale Supélec. Vous êtes doctorant en histoire des sciences au laboratoire Sphère, sociologie, philosophie, histoire des sciences. Votre thèse porte sur l'optique quantique des années 1960 à 1980. Alors, un petit exercice qui devrait plaire à votre voisin. Ma thèse en 30 secondes, c'est quoi l'optique quantique? Normalement, dans le concours, on a le droit à 180. Non, en 30 secondes, c'est l'histoire de la lumière, en fait, des années 60 aux années 80. Il y a tout un champ de recherche qui s'est développé autour de l'idée de quantifier la lumière. Et donc, c'est par exemple ce qu'il y a aujourd'hui comme application, la cryptographie quantique, l'ordinateur quantique, des choses dont on entend beaucoup parler dans la vulgarisation, justement, et qui, en fait, ont leur origine dans les années 60, diverses expériences, notamment le laser fait partie de cette histoire. Et donc, j'essaye de comprendre comment ce champ de recherche est né sur une trentaine d'années, d'un point de vue théorique et expérimental, bien sûr, mais aussi sociologique, institutionnel, économique, etc. Voilà. Je fais un petit peu plus que 30 secondes. Non, 32. Anthropologique. 32. Très bien. C'est un bon élève. Merci. Alors, Étienne Klein, quant à vous, donc vous êtes un jeune ingénieur qui se lance, c'est bien ça? J'ai le trac. Pas trop stressé. Alors, plus sérieusement, vous êtes donc directeur de recherche au CEA, donc commissariat de l'énergie atomique et des énergies alternatives, c'est ça? Au laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Vous êtes aussi philosophe des sciences et auteur prolifique d'une trentaine d'ouvrages. Vous avez écrit sur le temps, sur le vide, l'atome et la matière, l'origine de l'univers et d'autres sujets liés à la physique et à son histoire. Vous êtes producteur de l'émission La Conversation scientifique sur France Culture, donc en quelque sorte vous êtes un de nos concurrents, si on peut voir ça comme ça. Et réciproquement. Réciproquement. Et depuis le 1er septembre dernier, donc c'est tout récent, vous présidez la commission littérature scientifique et technique du Centre national du livre. Vous êtes très au courant. Ah oui, j'ai fait mes recherches. Donc vous êtes connu du grand public comme l'un des plus grands vulgarisateurs aujourd'hui. En témoignent de nombre assez importants de vidéos vous concernant sur Internet. Et vous êtes passionné d'alpinisme, et donc il me semble d'ailleurs qu'il est question de montagne et d'élévation dans votre dernier ouvrage, L'esprit du corps. C'est bien ça? Donc c'est votre 4e ouvrage en 2021, et ma question elle est simple, à quoi vous carburez, monsieur Klein? Alors c'est très simple, il y a eu le Covid. Donc le livre qui sort demain, qui s'appelle L'esprit du corps, tout petit livre. C'est en fait un entretien qui a été enregistré en 2016 et qui était en fait au départ une vidéo, un entretien d'1 heure. Et puis l'éditeur a eu l'idée de le retranscrire sous forme de livre. Il a été retardé de 2 ans par le Covid.
Donc il y a une concomitance de sortie qui fait croire que je carbure à l'équivalent de ce qu'on appelle l'épice dans Dune, mais en fait non. Très bien. Alors, j'ai eu le bonheur de lire donc votre livre, Idées de génie, 33 textes qui ont bousculé la physique. Chacun, donc c'est une anthologie, une sélection de 33 textes, on y reviendra. Chacun présente une idée qui a marqué l'histoire de la physique occidentale entre le XVIIe et le XXIe siècle. Car la physique, dites-vous, loin de se limiter à un ensemble de lois abstraites et de théories sans âme, est aussi une véritable aventure humaine, ponctuée de débats, de passions, d'émotions, de convictions et bien sûr de coups de génie. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, d'abord parce que c'est un livre qui est très accessible, c'est un livre de synthèse, très bien écrit, avec quasiment pas d'équation, donc c'est un choix que vous avez fait, qui propose de vrais commentaires très qualitatifs et très précis, qui aident beaucoup, et qui ne parle pas simplement de la théorie, mais qui parle aussi des personnes qui ont porté ces idées, donc beaucoup d'anecdotes et d'histoires. C'est aussi un livre qui nous permet de nous situer dans le temps, parce que ça c'est très très important. Et donc vous le dites en introduction, cette histoire des sciences est proposée à qui veut bien la lire, et qu'on peut tout à fait être un bon ingénieur sans pour autant avoir jamais lu une phrase de Newton, de Laplace, de Maxwell ou d'Einstein. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle entreprise? C'est un travail de synthèse, donc c'est un travail qui a dû être colossal, de lecture, de toutes les références et les sources que vous présentez à la fin du livre, des discours, des traités, des lettres, des articles. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Alors moi je réponds et puis peut-être Gauthier complétera, mais je ne me souviens pas du moment précis où on a discuté pour la première fois de ce projet. La seule chose que je peux dire, c'est que parmi les 33 textes qui sont rassemblés, qui sont assez courts, c'est des extraits, au début j'en connaissais peut-être une dizaine. Donc les autres, on les a découverts au gré des recherches. Ça veut dire qu'en fait, comme vous l'avez dit, on peut être physicien sans avoir lu les textes des physiciens. Alors qu'un philosophe, lui, il est obligé d'avoir lu un peu d'Aristote, un peu de Kant, sans quoi on ne dira pas qu'il est philosophe. Donc le rapport aux œuvres du passé est complètement différent selon qu'on est scientifique ou selon qu'on est philosophe. Et c'est un peu dommage, parce que dans ces textes, il y a des pépites, il y a des façons de penser, il y a des, on appellerait ça aujourd'hui des biais cognitifs, il y a des idées de génie qui se mélangent à des histoires. Les biographies des auteurs ne sont pas toujours connues, on connaît des noms, on connaît des noms de lois par exemple, ou de principes. Il y a juste le nom propre qui est connu, mais pas la biographie qui lui correspond. Et donc c'est un livre qui essaie de façon partielle de montrer ce qu'a été, entre le XVIIe siècle et le début du XXIe, l'aventure des idées en physique. Évidemment, il n'y a pas tout, mais il y en a suffisamment pour occuper quelques soirées. Ouais. Vous voulez rebondir dessus? Oui, effectivement, on a sélectionné un certain nombre d'idées marquantes dans l'histoire de la physique, comme vous l'avez dit, du XVIIe au XXIe siècle. Souvent, c'est quand même des idées que les gens qui lisent de la vulgarisation connaissent, mais effectivement, je pense que c'est ça la motivation. On est parti du principe que les personnes qui connaissent ces idées ne savent pas, je sais Étienne que tu es très attaché à cette idée, ne savent pas toujours comment cette idée est née, comment elle est devenue une partie intégrante du savoir. Et donc vraiment, l'idée de ce livre, c'était un retour aux sources, au sens propre, aux sources textuelles, qui sont effectivement de nature différente, parfois des articles, parfois des lettres, parfois des ouvrages. Et je voudrais dire que c'est pas nécessairement, c'est là qu'on se rend compte que des idées qui sont parfois très connues, et je pense que le meilleur exemple c'est le chat de Schrödinger, sont parfois issus de textes qui sont difficiles. Et je pense qu'une force de ce livre, c'est qu'on ne s'est pas limité à présenter uniquement des textes simples. Ça ne veut pas dire que le livre n'est pas accessible, il est toujours accessible puisqu'on a fait les introductions et les commentaires qui permettent d'encadrer les textes et de bien comprendre de quoi ils retournent, mais de voir que ces idées peuvent naître dans des contextes assez techniques, dont le chat de Schrödinger, et de constater que parfois elles peuvent être un peu dévoyées. Donc c'est le cas, on pourra en reparler, effectivement du chat de Schrödinger, qui à l'origine n'est pas, à mon avis, ce qu'on en dit aujourd'hui. Alors justement, vous commencez cet ouvrage avec Galilée et son fameux « Il est écrit en langue mathématique », donc il parle de l'univers. Donc, Galilée, c'est 16e, 17e siècle, on est juste après la Renaissance en Italie, il est italien. On est à peu près un siècle après Léonard de Vinci, on est surtout quelques décennies après Copernic et sa théorie de l'héliocentrisme
et la révolution copernicienne qu'on connaît. Pourquoi avez-vous commencé par Galilée? Je ne sais pas ce que bon, c'est une idée de génie, mais Galilée n'a pas pu le prouver, ni même le savoir. L'idée que les lois physiques peuvent s'écrire par des équations. Alors lui, il ne parlait pas d'équations, il parlait de géométrie, de formes géométriques. Et les mathématiques qui vont se révéler vraiment puissantes, c'est les équations différentielles, avec Newton. Et Galilée n'a pas connu ça, mais il a une sorte d'intuition géniale qui fait que son texte, qui est très connu, mais en général cité de façon très, très courte, mérite d'être resitué dans le contexte. C'était quand même un coup de génie. Et je pense que, par exemple, quand il s'est mis à critiquer la loi d'Aristote sur la chute des corps, Aristote dit, dans le traité du ciel, il dit un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif. Et Galilée se demande, mais est-ce que c'est vraiment vrai ça? Si je prends une pierre qui est 10 fois plus lourde qu'une autre pierre, est-ce que je la vois vraiment tomber 10 fois plus vite? Et il se doute qu'Aristote n'a pas fait de mesure, et pour cause. Et il se dit, dans le vide, les lois de la physique s'exprimeraient de façon mathématiquement plus simple. Et à l'époque, on ne croit pas à l'existence du vide, on ne sait pas le faire. Et il prend le vide comme un cas idéal. Il imagine qu'est-ce qui se passerait dans un milieu dont la résistance au mouvement serait nulle. Et il montre que dans ce monde-là, dont il ne sait pas s'il existe ou pas, la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute. Donc c'est une pierre qui tombe depuis 10 secondes va 10 fois plus vite qu'une pierre qui tombe depuis une seconde. Donc il écrit V, la vitesse égale proportionnelle à T, la durée. C'est la première loi physique mathématisée. Elle est géniale en un sens, mais ce n'est pas ça qui va fonder complètement la mécanique de Newton. Mais là, il y a une percée complètement décisive qui coupe l'histoire en deux. Aristote, à aucun moment, ne pense qu'on peut exprimer les lois physiques par des équations ou même par des principes mathématiques. Donc ça a vraiment été un acte de naissance diffus qui va engendrer la mécanique de Newton, puis toutes les grandes théories du 19e siècle comme l'électromagnétisme. L'impression de passer un oral là, c'est normal ou pas? Non, c'est une conversation. Non, mais je pense... Ça me rappelle des choses. Sur un mot que tu as employé, c'est diffus. En fait, le problème d'une anthologie, c'est effectivement de décider par quoi on commence. Donc, on a choisi Galilée, mais là, on présente la science moderne, et je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire, c'est ce qu'on appelle la révolution scientifique. Grosso modo, on la situe au XVIIe siècle, mais en réalité, c'est quelque chose qui s'étale du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis dans toute l'Europe. Donc, il y a évidemment Copernic en Pologne, il y a Tycho Brahe et Kepler au Danemark. Et puis après, évidemment, il y a Galilée en Italie, Giordano Bruno, des personnes comme ça. Et puis, même encore plus tard, moi je m'intéresse en ce moment, par exemple, à Robert Boyle, donc en Angleterre, et à des philosophes comme Francis Bacon, qui ont théorisé aussi l'expérimentation, et ça c'est plus tard, c'est 18e. Effectivement, on ne peut pas penser la révolution... Bacon 17e 17e, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 18e. Là, c'est Robert Boyle, le 18e. Et donc, tout ça... C'est le prof, c'est normal. Hein. Non, mais Robert Boyle, j'y pensais parce qu'il s'est évidemment fortement inspiré de la pensée de Francis Bacon. Donc tout ça, évidemment, on ne peut pas penser non plus la révolution apportée par Galilée sans penser à Newton, qui après donc, a vraiment parachevé l'œuvre de Galilée. Il y a Descartes aussi en France, qui a théorisé aussi la science moderne. Donc c'est quelque chose que je veux dire qui est très vaste. Mais si on a choisi Galilée, c'est parce qu'effectivement, on a pensé que cette idée fondamentale qui est qu'on peut décrire le monde par des lois mathématiques est vraiment une idée qui entre en rupture avec la science avant, notamment la science aristotélicienne et puis la scolastique, et qu'elle irrigue encore toute la pensée moderne. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a choisi ce texte en premier. Et comment vous choisissez, pourquoi 33 textes? Quelle est la méthodologie que vous avez choisie? Comment vous avez fonctionné? Pourquoi 33 Je trouve que... Voilà. D'accord. Après, il y a la question comment est-ce qu'on répartit selon les périodes. Parce qu'évidemment, au XXe siècle, il y a eu beaucoup plus d'articles qu'au XIXe ou qu'au XVIIIe. Là, il y a, sur votre livre, il y a 6 chapitres du XVIIe, 2 au XVIIIe, voilà. 6 au XIXe et 19 au XXe. Donc plus le temps a passé, plus on a été sélectif. C'est ça que ça veut dire. Et quand on prend des textes du XVIIe, c'est souvent des textes peu connus qu'on essaie de mettre en avant.
Et pour le 19e, c'est des idées très connues, mais qui sont parfois lues en dehors de leur contexte initial. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment des idées se formulent à une certaine époque, et puis diffusent, comme on l'a dit tout à l'heure, mais elles diffusent et elles percolent dans d'autres secteurs que le contexte particulier où elles sont apparues. Le principe de moindre action, par exemple, il va irriguer toute la physique, y compris la physique quantique. Alors, est-ce que vous pouvez Alors que l'expliquer? sa formulation initiale est cantonnée à la mécanique ou bien à la lumière avec le principe de Fermat. Mais ça, c'est. Alors, comment est-ce qu'on a trouvé les. C'est surtout Gauthier qui a fait la recherche. Hein. Il m'envoyait des mails. C'était le confinement. Hein. Il m'envoyait des mails. Et puis, on a fait une sélection comme ça. Il y a des textes qui étaient très séduisants au départ, et puis à l'examen, ils rentraient moins dans le cadre général, donc on en prenait d'autres. Mais on a assez vite fait le choix, non? Il me semble. Ce qui a changé et ce qui a un peu modifié aussi ce qui a fait qu'on a abandonné certains textes, c'est au moment où on a décidé que chaque texte devait représenter une idée marquante de l'histoire de la physique. Par exemple, je me souviens, on avait sélectionné le texte de Kelvin, qui c'est deux nuages sur la physique. Ça, c'est un texte connu, je crois qu'il date de 1900, où il explique qu'il y a encore deux petits nuages sur la physique. Et en fait, ces deux petits nuages vont donner lieu un peu plus tard aux deux plus grandes révolutions de la physique au XXe siècle. Mais en fait, ce texte-là ne représentait pas vraiment une idée marquante de l'histoire de la physique. Donc par exemple, on l'a abandonné alors que bon, c'est un texte qui est fondamental. Donc, Einstein, il y a 2 papiers. Il aurait pu en avoir 10. On peut dire la même chose des pères fondateurs de la mécanique quantique. On aurait pu en mettre un ou deux bien sûr. par père fondateur. Donc Après, Einstein il revient il faut un tome souvent. 2, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais Einstein revient souvent, très souvent dans les différents textes. En tout cas, même à partir du 19e siècle, on le voit. Et un autre point aussi, c'est qu'on prend des textes qui sont signés par un seul auteur. Ce qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. En physique des particules, les articles sont signés par parfois 1000, voire 2000 auteurs. Bientôt, il y aura même des signatures de laboratoire. Et quand on a un texte collectif à ce point, s'il y a une idée de génie, elle est complètement masquée. Alors que là, c'est toujours attaché à une personne, à une façon de penser, à un raisonnement, à une trajectoire individuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à des gens, c'est pas forcément des génies, c'est des gens qui ont eu une idée de génie. Une. Et c'est une façon aussi de militer contre, en tout cas c'est mon credo, contre une présentation trop sociologique de la science. Avec l'idée que les idées flottent dans l'air et qu'elles sont appropriées par des gens dont on retient le nom, mais qui étaient simplement là, sans avoir un génie particulier. Et moi je pense que c'est faux, je pense qu'il y a eu des génies, et sans eux, le contexte n'aurait jamais pu être aussi fécond qu'il l'a été grâce à eux. Par exemple, Einstein, quand il est au bureau des brevets à Berne, il dit à la fin de sa vie, il dit « si je n'avais pas été là, je n'aurais pas trouvé la relativité. » Parce que je recevais des brevets qui visaient à synchroniser les horloges à distance. Les ingénieurs qui pensaient à cela utilisaient l'électromagnétisme comme vecteur de l'interaction. Et moi, j'ai vu qu'il y avait un petit problème avec l'interprétation de l'époque de l'électromagnétisme. Et c'est ça qui va le mener à la relativité. Mais il n'était pas le seul au bureau des brevets. Il avait 28 collègues qui travaillaient sur les mêmes brevets. Mais ce n'est pas eux qui ont trouvé la relativité. Donc le contexte ne suffit pas. Ils étaient dans le même bain d'idées. Ils avaient les mêmes textes, les mêmes problèmes à régler. Ils étaient au même endroit. Ils se voyaient tous les jours. Et c'est Einstein qui a trouvé le truc. Donc son génie a percolé d'une façon singulière. Mais pourtant, au début du XXe siècle, c'était une période extrêmement effervescente où il y a eu énormément d'idées qui tout d'un coup sont apparues. Mais pas toutes bonnes. Pas toutes bonnes, mais en tout On cas... parle d'idées génies, voilà, mais ce qui marche. là, je m'appuie sur votre livre. Alors pas tout à fait, parce qu'il y a quand même au moins 2 idées dans le livre qu'on a considérées comme des idées de génie, mais qui n'ont pas été retenues aujourd'hui dans la forme, en tout cas, dans laquelle elles ont été proposées. Par exemple, Georges Lemaître, donc c'est un scientifique belge
mais aussi prêtre. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a cherché à concilier sa vie spirituelle avec sa vie scientifique. Et on a présenté un texte dans lequel, grosso modo, il donne l'idée du Big Bang, même si à l'époque, ça ne s'appelait pas encore le Big Bang. Sauf que lui, sa vision du Big Bang est inspirée de la désintégration radioactive d'un atome, ce qui n'a rien à voir avec... Non, mais il se trompe sur l'allumette, mais il ne se trompe pas sur la dynamique. Voilà, c'est ça. Donc c'est une idée qui a été remaniée. C'est quand même une idée géniale. Mais c'est quand même une idée géniale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas présenté des idées qui sont exactement considérées de la même façon aujourd'hui. Et je pensais aussi à Lorentz, dont on a présenté une idée qui est géniale, puisqu'en fait, il y avait un grand problème, tu l'expliquerais mieux que moi, à la fin du 19e siècle, qui est de concilier la prétendue existence d'un éther, donc d'une substance censée transporter la lumière, avec des résultats des expériences de Morley et Michelson qui apparaissent en contradiction avec cette idée. Et en fait, pour sauver l'idée de l'éther, Lorentz a proposé des formules. Des formules. Donc c'est ça qui est génial. Son idée est fausse, ouais, mais les équations auxquelles son idée fausse aboutit sont justes. Et c'est des équations qui seront reprises par Einstein. Donc ça veut dire que la vérité, parfois, suit un chemin un peu tordu, sinueux. Mais ça, c'est quand même, oui, c'est un cas incroyable. Il pense mal, mais il calcule juste. Et c'est des équations qui ont été reprises par Einstein. Exactement. Ouais. Elles s'appellent les équations de Lorentz. Transformation de Lorentz. Et on les trouve, transformation de Lorentz, on les trouve dans tous les livres de relativité. Elles ont été baptisées par Poincaré, qui savait que c'était Lorentz qui avait fait ce calcul. Je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait juste avant, sur l'idée de ne pas avoir une sens trop sociologique. Bon, moi, je suis dans un laboratoire d'histoire où la figure du génie est éminemment contestée. Et j'espère, en tout cas, je pense qu'on a trouvé dans ce livre un équilibre entre la figure du génie et le contexte dans lequel les idées émergent. Et je pense que ma position, et je pense qu'on a à peu près la même, c'est de dire que voilà, il n'y a pas des messies qui tombent du ciel, des idées qui traversent des esprits comme ça, de façon totalement indépendante de ce qui les entoure. On est toujours dépendant d'un héritage, on est dépendant aussi de sa formation, de plein de choses. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait, qu'on peut peut-être pas expliquer, mais qu'il y a certaines personnes qui sortent du lot et qui ont une idée que les autres n'ont pas. Enfin, le génie, c'est pas une propriété qu'on porte en soi tout le temps. On n'est pas génial tout le temps. Le génie, c'est la rencontre, à mon avis, entre une intelligence particulière, parfois une obsession singulière et un problème. Donc l'expression du génie, elle est liée à une époque. Einstein, par exemple, aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait pas d'idée ou il ne trouverait pas de problème qui soit adapté à sa forme d'intelligence, qui est assez particulière. Einstein se posait des questions très simples, ce qu'il appelait des questions d'enfant, et il les résolvait sans vraiment lâcher prise. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce type d'intelligence serait beaucoup moins fécond qu'il l'a été au début du XXe siècle, où la physique converge vers des problèmes que les gens essaient de résoudre en complexifiant la situation, et lui, au contraire, va la simplifier. Parce qu'il n'aime pas les trucs compliqués. Justement, on devait en parler à la fin de la conversation, justement, y arriver, mais est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a moins d'idées de génie? Est-ce que tout aurait été... que les premiers scientifiques et physiciens du début du XXe siècle auraient déjà posé toutes les pierres fondamentales et qu'aujourd'hui, on essaierait simplement d'essayer de résoudre, de développer les outils mathématiques pour résoudre leurs équations et les outils expérimentaux pour essayer de confirmer... Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut prendre acte du fait que depuis presque un siècle, il n'y a pas eu de révolution. Voilà. Il y a eu des milliards de découvertes en physique, mais aucune n'a remis en cause les principes fondamentaux, soit de la relativité générale pour la gravitation, soit de la mécanique quantique pour les autres interactions. Évidemment, il y a eu des perfectionnements, même des sortes de révolutions internes dans la façon de comprendre ces théories, de les utiliser. On a découvert des tas d'objets qu'elles permettaient de prédire, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, le boson de Higgs, etc. Mais ça ne change pas les principes fondamentaux. Et donc le fait qu'on n'ait pas fait de révolution depuis un siècle, c'est soit le signe qu'on est au bord d'une révolution, parce que ces deux révolutions, on ne l'a pas dit, mais sont contradictoires l'une avec l'autre pour ce qui est du statut de l'espace-temps, soit qu'on a là deux socles tellement solides qu'il va être très difficile de les ébranler. Voilà. Et je ne sais pas exactement dans quel cadre on est en fait. Bon, on a quand même fait porter ce message d'espoir, je ne veux pas gâcher la conclusion, mais dans la conclusion du livre,
on a ce message d'espoir de dire que les théories telles qu'elles existent actuellement ne sont pas compatibles et donc il y a quand même une place pour des idées de génie qui viendraient fédérer. Oui, mais c'est pas sûr qu'on puisse trouver des circonstances expérimentales où on puisse tester une théorie qui ferait la synthèse des deux. Ce qui pose d'ailleurs la question du statut théorique justement de toutes les théories qui se prétendent théories du tout mais qui ne se confrontent pas pour l'instant, ou en tout cas il n'y a pas d'expérience qu'on puisse faire sur la théorie des cordes ou sur la gravitation quantique. Et l'autre différence, et moi c'est ça qui me fascine le plus, c'est que les gens qui ont eu ces idées les ont eues dans un contexte expérimental où il y avait très peu de données. Par exemple, quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide », on ne sait pas faire le vide, donc il ne peut pas faire l'expérience. On ne sait pas définir la notion de vitesse instantanée, on n'a pas de notion de dérivée. Et donc, les données, c'est quoi les données comment est-ce qu'il peut mesurer la vitesse d'un corps qui tombe, ou l'accélération? Donc il n'a pas de données, mais il trouve la bonne loi. Quand Einstein écrit les équations de la relativité générale en 1915, c'est la théorie qu'aujourd'hui on utilise pour faire de la cosmologie, donc pour décrire l'univers et sa dynamique. Qu'est-ce qu'on sait en 1915 sur l'univers par rapport à aujourd'hui? Rien. On ne sait même pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas dire d'où vient que les étoiles brillent. On n'a pas identifié les forces nucléaires. On ne sait pas d'où vient la lumière des étoiles, ceux qui la fabriquent. On connaît en guise d'objets célestes que les étoiles, dont on ignore le fonctionnement, les planètes, peut-être les comètes un peu sans connaître leur nature. Et Einstein trouve les équations de la gravitation, qui demeurent exactes après qu'on a découvert les trous noirs et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et donc le grand truc, c'est comment avoir des idées indépendamment des données qui pourraient les cautionner. Et il y a une grande question théorique aujourd'hui, c'est imaginons qu'on ait beaucoup de données, qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui, recueillies par des satellites, des télescopes, des collisionneurs de particules, on a toutes les données qu'on a aujourd'hui. Mais on n'a pas les équations d'Einstein, ou bien on n'a pas les équations de la mécanique quantique. Est-ce qu'un algorithme intelligent pourrait, à partir des données, inférer les équations de la physique? Moi, je ne le pense pas. En tout cas, pour l'instant, c'est non. Peut-être qu'un jour, il pourra, cet algorithme. Et vous voyez que même si vous donniez à un algorithme toutes les données de corps, de masses différentes, de formes différentes que vous laissez tomber dans le vide, pas dans le vide, dans l'atmosphère, donc des feuilles qui vont remonter à cause du vent, etc., l'algorithme va trouver une loi de la chute des corps beaucoup plus sophistiquée que toutes celles qu'on peut écrire sous la forme d'équations. Parce qu'il aura connaissance de toutes les données empiriques, vent, humidité, pression, qui font que des objets lourds peuvent avoir des trajectoires pas du tout rectilignes dans une tempête, par exemple. Mais est-ce que cet algorithme, avec toutes ces données et l'analyse qu'ils ont fait, pourrait inférer que dans le vide, tous ces corps tomberaient à la même vitesse? Moi, je ne pense pas. Tout ce que tu as dit là, tu l'avais raconté dans un cours à Centrale et pour ça je me souviens t'avoir dit, avoir insisté pour que ça apparaisse en conclusion. Parce que je trouve oui, parce que tu te souviens plus de mes cours que moi. Je pense que ça complète bien ce qu'on disait, c'est-à-dire que d'une part, la situation aujourd'hui entre les théories laisse la place pour des idées de génie, mais il y a aussi ce postulat qu'on a fait à la fin pour dire que finalement, tout le big data du monde ne remplacera pas finalement l'esprit humain et que, effectivement, bon, bien sûr, l'intelligence artificielle a une vertu heuristique, hein, on peut quand même inférer des propositions. La question, c'est comment gérer après cette masse de données pour en déduire les bonnes idées. Et ça c'est pas sûr qu'une intelligence artificielle puisse le faire. Galilée, quand il énonce le principe d'inertie, un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne et uniforme, on apprend ça à l'école. C'est un truc incroyable. Il n'a jamais vu, personne n'a jamais vu de mouvement inertiel. Donc il énonce en loi principielle un énoncé qui contredit toutes les observations qu'on peut faire. Et c'est ce principe qui va être l'un des 3 principes fondamentaux de la mécanique. Mais qui a jamais vu un mouvement inertiel? Tous les mouvements qu'on voit s'amortissent ou bien sont curvilignes. Personne n'a jamais vu de mouvement inertiel. Et il a quand même énoncé ce principe. Et quand Einstein a compris que en fait, c'est presque un énoncé métaphysique parce qu'il n'y a pas d'endroit dans l'univers où il n'y ait pas de gravitation.
Donc quand on dit un corps qui n'est soumis à aucune force, ça commence mal. Parce que c'est un énoncé qui ne correspond à aucune situation physique observable. Parce que si vous prenez un corps, vous l'imaginez n'importe où dans l'espace, il subira la gravitation, c'est-à-dire qu'il aura un poids. Donc, ce corps, il subit une force, donc il n'est pas un corps qui ne subit aucune force tel que l'énoncé le suppose. Et Einstein, il fait cette remarque que je trouve incroyable. Il dit, soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est son expression, c'est-à-dire sur un principe auquel on croit, mais qui n'est actuel, observable directement en aucun lieu de l'univers. Soit, c'est là qu'il est vraiment génial, soit on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et à ce moment-là, si la gravitation n'est pas une force, on pourra dire d'un corps qui subit la gravitation qu'il ne subit pas de force. Donc il a un moment inertiel. Et c'est ce qu'il va démontrer avec la relativité générale. Ça, c'est quand même des petits chefs-d'œuvre intellectuels. Et ça, à mon avis, ça, si on les prenait plus en compte, ça changerait la façon d'enseigner la physique. Moi, je me souviens qu'en seconde, quand j'ai appris le principe d'inertie, j'étais très timide, moi, donc je n'osais pas lever la main. J'attendais la fin du cours pour aller voir la prof en disant « Madame, c'est la seule fois où je suis intervenu après le cours. J'ai dit « Madame, je ne comprends pas, je viens en vélo au lycée, et j'ai bien vu que quand je cesse de pédaler, mon vélo s'arrête. Et là, vous me dites que si j'arrête de pédaler, mon vélo va continuer indéfiniment, à vitesse constante. Et ça me paraît fou. » Et elle m'avait dit « Klein, vous manquez de sens physique. » Et ça a failli m'envoyer faire des études de droit. Et c'est après j'ai compris que ce principe d'inertie, c'était une très longue conquête en rupture avec Aristote, et qu'il fallait le génie de Galilée, justement, pour pouvoir l'identifier. Ça me rappelle tout le débat entre Einstein et Niels Bohr que vous racontez. Est-ce que vous pourriez, sur la nature de l'univers, ce qui serait déterministe ou probabiliste, est-ce que vous pourriez en parler? Non, j'allais te donner la parole justement pour te demander de résumer ce débat en 30 secondes. En 30 secondes, mais ça, mais 30 secondes, j'ai pas ça dans la tête. Moi, je fais 3 heures ou rien. Mais 30 secondes, c'est lui, il est le champion des 30 secondes. C'est parti. Alors là, on parle du débat Bohr-Einstein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est un débat sur l'interprétation de la mécanique quantique. Vous connaissez la phrase « Dieu ne joue pas au dé » d'Einstein. En fait, Einstein pensait que l'interprétation de la mécanique quantique selon laquelle un système, quand on effectue une mesure sur lui, n'a pas en fait choisi le résultat de la mesure avant qu'on effectue la mesure sur lui. Il pensait que c'était faux et qu'il y avait des éléments de réalité en fait associés à chaque système physique, et quand on fait une mesure dessus, c'est cet élément de réalité qui apparaît. Et donc effectivement Niels Bohr pensait l'inverse, et ça a donné lieu à une controverse, à une expérience de pensée qui ensuite a pu être, suite aux travaux de John Bell dans les années 60, testée expérimentalement par Alain Aspect dans les années 80. Alain Aspect qui d'ailleurs est mon directeur de thèse, voilà, comme ça c'est casé. On va revenir 32 secondes aussi là. Un peu plus, mais peu plus, c'est normal, c'est normal. C'est le plus grand débat de l'histoire de la physique quand même. Donc, Oui, c'est très bien. C'est un débat incroyable. Hein. Oui. C'est autre chose qu'une controverse sur l'hydroxychloroquine. En termes de... Non mais c'est incroyable qu'on ne parle pas plus de ce débat. D'autant que c'est un débat qui a duré des décennies et qui a été tranché par une expérience. C'est très rare, parce que c'est un débat philosophique au départ. Qu'est-ce que la physique peut dire du réel? Et ça a opposé Einstein et Bohr. Et les physiciens ne s'y intéressaient pas trop, parce que ça n'avait pas d'implication pour eux dans la façon d'utiliser les équations. Qu'on soit bohrien ou einsteinien, on faisait les mêmes calculs. Et ce débat philosophique a été tranché par une expérience. Ça, c'est quand même incroyable. Je voudrais dire quelque chose qui est assez subtil, mais comme on est enregistré, je trouve que c'est la bonne occasion. Parce que justement, je citais cette phrase « Dieu ne joue pas au dé », et la Vulgate dit que Bohr aurait répondu « Ne dites pas à M. Einstein ce que Dieu doit faire ». Et en fait, si on lit bien Bohr, qui est quelqu'un, Étienne pourra témoigner, de très difficile à lire. C'est pas du tout, il faut vraiment rentrer dedans. En fait, il dit quelque chose de beaucoup plus subtil que « Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire ». Il dit, je vais essayer de le simplifier, ne prêtez pas à Dieu un langage classique.
L'idée étant qu'on ne peut pas, on est obligé de décrire les événements, les mesures que l'on fait sur des systèmes quantiques avec un langage classique, et qu'en fait notre langage n'est pas adapté au monde quantique. Et en fait, c'est cette critique-là qu'il fait à Einstein. Il dit ne prêtez pas à Dieu un langage qui en fait n'est pas adapté au monde quantique. C'est un peu subtil, mais ça mérite d'être dit. Votre livre, justement, c'est aussi une histoire du langage et de la manière dont on communique la science. Et du coup, on voit qu'on passe d'un niveau de langage très classique avec la lettre de Pascal ou d'autres extrêmement compliqués à lire parfois, même si les analyses sont très bonnes à la fin. Puis on arrive sur un niveau de description beaucoup plus simple, alors que les idées sont beaucoup plus complexes, avec l'exemple d'Einstein ou de Marie Curie aussi, qui sont très très faciles à lire et très très accessibles. Je voulais justement qu'on revienne sur un de ces textes-là. C'est un débat entre deux personnes, Leibniz et Clarke. Donc Leibniz est allemand, né au XVIIIe siècle, 1716. Vous le qualifiez de savant universel. Clarke, c'est un théologien, disciple de Newton, donc il est porteur de la pensée de Newton. Et ils ne sont pas d'accord sur la nature de l'espace et du temps. Donc déjà, très très tôt, on avait déjà ce type de débat. L'un pense que les deux n'existent pas, ou plutôt qu'ils existent que par les événements et les objets qu'ils accueillent. L'autre pense que qu'ils ont une réalité substantielle, c'est-à-dire qu'ils existent même si rien d'autre n'existe. Est-ce que c'est bien ça? Donc, j'aimerais juste qu'on écoute un extrait de l'échange entre les deux personnes. Extrait des paragraphes 4 et 6 du troisième écrit de Leibniz, 25 février 1716. Pour moi, j'ai marqué plus d'une fois que je tenais l'espace pour quelque chose de purement relatif, comme le temps, pour un ordre des coexistences, comme le temps est un ordre des successions. Supposez que quelqu'un demande pourquoi Dieu n'a pas tout créé un an plus tôt, et que ce même personnage veuille inférer de là que Dieu a fait quelque chose dont il n'est pas possible qu'il y ait une raison pourquoi il l'a fait ainsi plutôt qu'autrement, on lui répondrait que sa déduction serait vraie si le temps était quelque chose hors des choses temporelles, car il serait impossible qu'il y ait eu des raisons pourquoi les choses eussent été appliquées plutôt à de tels instants qu'à tels autres, leur succession demeurant la même. Mais cela même prouve que les instants hors des choses ne sont rien, et qu'ils ne consistent que dans leur ordre successif, lequel, demeurant le même, l'un des deux états, comme celui de l'anticipation imaginée, ne différerait en rien et ne saurait être discerné de l'autre qui est maintenant. Et donc on a le paragraphe juste ensuite, paragraphe 4 de la troisième réponse de Clarke à Leibniz, mi-avril 1716. Si l'espace n'était que l'ordre des choses qui coexistent, il s'ensuivrait que si Dieu faisait mouvoir le monde tout entier en ligne droite, quelque degré de vitesse qu'il eût, il ne laisserait pas d'être toujours dans le même lieu et que rien ne recevrait aucun choc, quoique ce mouvement fût arrêté subitement. Et si le temps n'était qu'un ordre de succession dans les créatures, il s'ensuivrait que si Dieu avait créé le monde quelques millions d'années plus tôt, il n'aurait pourtant pas été créé plus tôt. De plus, l'espace et le temps sont des quantités, ce qu'on ne peut dire de la situation et de l'ordre. Merci, bravo. Je ne sais pas si c'est une bonne publicité pour le livre, parce que ce n'est pas le texte le plus facile. C'est exactement ce qu'on se disait. Il n'y avait pas Twitter à l'époque, il faisait des phrases oui. très très longues. Effectivement, c'est aussi une... Non mais c'est intéressant, parce que c'est une période où les physiciens parlent de Dieu tout le temps. Oui. Que Dieu est invoqué comme argument. Mais la question qui est posée, elle demeure vivace, c'est-à-dire, est-ce que l'espace-temps, c'est le contenant qui accueille les choses, les événements, les particules, ou bien est-ce que l'espace et le temps sont une émanation produite par les choses qui ont des relations de succession, par exemple, ou de coexistence dans un même lieu? Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que l'espace-temps est émergent ou est-ce qu'il est fondamental? Est-ce que c'est une propriété primitive ou est-ce que c'est une propriété secondaire? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un débat ouvert. C'est encore ouvert. Puisque les gens qui essaient d'unifier la physique quantique et la relativité générale, soit font le pari que l'espace-temps, il est substantiel. À ce moment-là, ils sont obligés d'ajouter des dimensions d'espace, comme dans la théorie des cordes. Soit ils considèrent qu'il est, disons, émergent.
Et dans ce cas-là, on a des cadres théoriques complètement différents, comme la théorie de la gravité quantique à boucle et d'autres choses de ce genre. Donc cette question qu'on a cru résolue pendant des siècles, puisque l'espace-temps de Newton il est absolu, eh ben, elle se repose aujourd'hui quand on essaie de faire la fameuse synthèse entre la mécanique quantique et la relativité générale. Donc c'est intéressant de les relire aujourd'hui parce que, alors que dans toute l'histoire on a pensé que c'est Clarke qui avait raison contre Leibniz, Leibniz est en train de reprendre du poil de la bête, si j'ose dire. Non, oui, je pensais aussi par exemple à la théorie des twisters de Penrose qui essaye justement de reconstruire, si je me souviens bien, l'espace-temps à partir des chemins que peut emprunter la lumière. Donc ça serait plutôt une vision leibnizienne de l'espace-temps. Ouais, l'espace-temps serait une créature de la lumière pour Penrose. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a hésité à mettre ce texte, d'abord parce qu'il est difficile, mais encore une fois, on ne s'est pas limité qu'à des textes faciles. Et puis, c'est vrai que c'est un débat qui est essentiellement philosophique et théologique. Hein. Quand on lit la plupart des lettres de Clarke et Leibniz, ils parlent de théologie. Mais c'est vrai qu'on s'est dit que toute cette réflexion a irrigué, encore une fois, la physique, la pensée de la physique jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est bien de voir que ces questions-là se posaient entre deux monstres de la philosophie à l'époque, au XVIIIe. Il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Urbain Le Verrier, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas s'il est très connu. Il est enterré au cimetière Montparnasse. D'accord. Et sur sa tombe, il y a le système solaire. Il est assez modeste. Enfin, je veux dire... Alors justement, Urbain Le Verrier qui voit, comme vous l'avez... Donc c'est une citation que vous avez utilisée en titre du chapitre, qui voit Neptune au bout de sa plume. Alors on est au XVIIIe siècle, on est en France. À ce moment-là, on ne connaît que 6 planètes du système solaire. Et Urbain Le Verrier remarque que les calculs des trajectoires effectués par les astronomes ne coïncident pas avec les trajectoires observées de la planète. Il y a un petit écart. Il y a un petit écart. En gros juste, mais il y a un petit écart. Et du coup, pour essayer de justifier et comprendre ce petit écart, donc il émet un certain nombre d'hypothèses qu'il balaye une à une, sauf une. Et son hypothèse, c'est qu'il existerait un corps, donc une planète, qui viendrait dévier la trajectoire d'Uranus. Et donc c'est comme ça qu'il découvre Neptune, sans jamais l'avoir observé, juste par déduction. Et cette histoire met en lumière 2 façons d'appréhender un problème physique, ou d'interpréter une observation qui ne serait pas cohérente avec les lois en place. L'une donc, est dite ontologique, et l'autre dite législative. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la différence ? Alors en fait, dans l'exemple que vous citez, le débat législatif n'a pas eu lieu. C'est-à-dire on n'a pas remis en cause les équations de Newton pour la gravitation. Sauf qu'il y a un Anglais qui avait dit peut-être que les lois de Newton ne sont pas vraies aussi loin. Donc, mais en France, en tout cas, personne n'a remis en cause les lois de Newton. Donc la seule possibilité d'expliquer le petit désaccord, c'était d'imaginer ce qu'on appelle la solution ontologique. On ajoute quelque chose dans l'univers qui, s'il existe, rétablit l'accord entre le calcul et puis l'observation. Et donc l'idée de Le Verrier et d'Arago, ils ont travaillé ensemble, c'était de dire qu'il y a une planète qu'on n'a jamais vue, qui agit à distance gravitationnellement sur Uranus et déforme un petit peu sa trajectoire autour du Soleil. Et ils ont fait des calculs faux, dont le résultat est juste. Ah bon ? Ouais. Et un Anglais qui s'appelait Adams, a fait des calculs avec une autre méthode, faux, mais dont le résultat était juste. D'accord. Et ils ont été mal reçus par l'Académie des sciences à Paris, et vexés. Ils ont envoyé leurs calculs à un astronome allemand qui s'appelait Gall, qui travaillait à côté de Berlin, et qui le soir même du jour où il a reçu le courrier, a pointé le télescope à l'endroit indiqué. Il a vu un point lumineux. Il a passé la nuit à vérifier que ce point lumineux bougeait un petit peu, ce qui voulait dire que c'était une planète et non pas une étoile fixe. Et le lendemain, il a annoncé la découverte de la première planète découverte par le calcul. D'accord. Donc c'est la solution ontologique. Vous avez un écart entre la prédiction théorique et l'observation, et vous dites, s'il existe un truc qui fait ça, à cet endroit, etc., alors l'écart peut être expliqué, et du coup, c'est nul. Mais ça ne marche pas à tous les coups. C'est là que l'histoire est belle, c'est qu'un peu plus tard, ils font les mêmes observations, Arago, Le Verrier, font les observations sur Mercure. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc c'est celle qui a le champ de gravitation dû au Soleil qui est le plus fort.
Et ils font des calculs, ils tiennent compte des autres planètes. Le périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil dans la trajectoire, avance rotation après rotation, d'une façon qu'ils peuvent calculer, mais il reste un petit écart, minime, qui vaut 43 secondes d'arc par siècle. C'est un tout petit angle sur un siècle. Donc pendant un siècle, Mercure tourne autour du Soleil et il y a un point là qui avance un peu plus que ce que le calcul prédit, mais c'est vraiment infime. Et donc il y a des gens qui disent, ben, on s'en fiche, c'est quasiment zéro. D'autres disent, ben non, c'est 43 secondes d'arc par siècle, c'est pas zéro. Et là, ils sont tellement sûrs d'eux, parce que ça a marché avec Uranus, qu'ils se disent, ben, il doit y avoir une planète qu'on n'a jamais vue, qui, Ils l'ont baptisée d'ailleurs avant de la découvrir. Ils l'ont baptisé Vulcain. Vulcain, oui. Ils ont cherché Vulcain, rien. Donc il y a eu des milliers d'hypothèses bizarres. On a imaginé un gaz diffus, une nébuleuse, plein de trucs. Une planète qui n'émettait pas de lumière, enfin bref. Et puis est arrivé un jeune homme qui a dit, ce problème est la preuve que les équations de Newton sont fausses. Solution législative, il va falloir changer les équations. Et ce jeune homme s'appelle Einstein. Et c'est ce qu'il va faire, il va changer les équations. Il va les publier en novembre 1915. Et en janvier 1916, il publie le périhélie de Mercure, le calcul, et il trouve 43 secondes d'arc par siècle. Pour ceux que ça intéresse, Christie's va mettre en vente la semaine prochaine. Je dis pour ceux d'entre vous qui ont 3 millions d'euros. Minimum. Minimum, c'est le prix de départ. Est-ce qu'on peut se cotiser? Il y a 40 pages de brouillon de calcul de Einstein et de son ami Michele Besso qui ont été écrits au printemps 1913 à Zurich, à une époque où ils avaient déjà publié, enfin Einstein avait publié une esquisse de relativité générale avec un mathématicien qui s'appelait Grossman. Ce n'est pas les bonnes équations, mais ils ont quand même fait dans ce brouillon le calcul du périhélie de Mercure. Ils trouvent un résultat faux. Et ces brouillons ont été retrouvés par le petit-fils de Michele Besso dans une malle. Et elles vont être mises en vente, ces feuilles. Et elles vont être achetées par des gens qui ne vont rien y comprendre. Et c'est ça qui est triste. Il n'est pas aussi cher que Bansky, mais quand même, ça peut pour un monter. physicien, c'est pas mal. Donc ça va être acheté par un Chinois ou un Américain, d'après ce que j'ai pu savoir, ou un Russe. Mais c'est des brouillons qui ont été étudiés. C'est absolument passionnant. Parce qu'on voit comment Einstein pense les choses. On le voit raturer. Pareil pour Besso. Et donc on voit une pensée qui se déploie, quoi. Et pour la petite histoire, quand il a publié le périhélie de Mercure en 1916, Hilbert, le grand mathématicien qui était sur ce genre de truc, a écrit une lettre à Einstein en disant « Mais comment vous avez fait pour calculer ça aussi vite ?» C'est quand même incroyable. Vous publiez la théorie, un mois plus tard, vous avez le calcul exact du périhélie de Mercure. Je ne connais pas la réponse d'Einstein à Hilbert, mais en fait, on l'a maintenant. C'est qu'il avait inventé avec Besso la méthode de calcul, qui était une méthode perturbative, dès 1913. Donc il savait comment calculer, et il a simplement adapté le calcul de 1913 aux nouvelles équations, très légèrement différentes, qu'il avait en 1915 et qu'il n'avait pas encore en 1913. Si vous sortez d'ici et que vous n'avez pas compris qu'Einstein était un génie, c'est vraiment vous n'avez pas suivi. J'aime pas qu'on dise du mal d'Einstein. Il y a un autre génie qui est moins connu, qui s'appelle James Clerk Maxwell. Et qui lui est connu. Alors, il y a un sondage qui a été fait en Angleterre, donc dans son pays. Il y a moins de 2 Anglais sur 10 qui savent qui est Maxwell. 2 Anglais sur 10 ? Oui. Donc je vous enverrai. Newton a un peu plus quand même. Pas. Il est écossais, oui. Les Écossais doivent connaître, mais les Anglais, c'est... Mais comme ils veulent en plus partir. Hein. Ouais, je pense que c'est plus snobisme de la part des Anglais. Ou alors c'est le café, je sais pas. Voilà, peut-être qu'il y a... Mais en tout cas, il est moins connu que Einstein. Enfin, d'ailleurs, vous le dites même dans votre livre, il n'a pas forcément la notoriété que d'autres... Ça m'étonne quand même. Que d'autres... il est connu dans le milieu, justement. Moi, je pense que c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler que, par exemple, Newton ou Einstein, alors que c'est quelqu'un qui, au 19e... justement, parlez-nous de lui. Dites-nous en quoi ces travaux d'unification, pour la première fois, c'est la première fois qu'un physicien s'engage dans
volonté d'unifier. Non, Newton l'avait fait, avec la chute des corps et le mouvement des planètes. Oui. La gravitation, c'est ça. Mais est-ce que vous pourrez revenir du coup sur... Bon, mais cette unification est particulièrement frappante, particulièrement brillante, hein, parce que c'est l'unification de l'électricité et du magnétisme, et puis de la lumière, même aussi. Donc c'est vrai qu'on a choisi un texte qui présente en fait ces équations de Maxwell. Enfin, il n'y a pas les équations, mais il y a une série de propositions qui en fait sont plus ou moins équivalentes aux équations. Et alors, il y avait 20 équations à l'époque, et puis c'est Heaviside, hein, c'est ça ? 4. Qui a ramené aux 4 équations que l'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a eu une œuvre absolument incroyable. Il a fait de la théorie des couleurs. Il a évidemment beaucoup travaillé en théorie des gaz, puisqu'il y a la distribution de Maxwell-Boltzmann qui porte aussi son nom. Donc c'est vrai que ça fait partie de ceux qui auraient pu avoir 2 textes. Bon, déjà, on en a mis un. Mais il est connu, mais je ne pense pas qu'on en parle. Il travaillait la nuit pour ne pas être que dérangé quand il était Newton. étudiant. Et il allait courir pour... il faisait beaucoup de bruit. Il réveillait donc les étudiants qui lui balançaient des savates quand il était étudiant. C'est à Oxford ou à Cambridge, je ne sais plus. Et c'était un personnage singulier. Comme beaucoup d'ailleurs. Mais par exemple, pour donner une idée, il a donc donné une théorie, on peut dire, de la lumière fin 19e, ce qu'on peut appeler la théorie classique de la lumière. Et justement, je place mes billes, mais l'optique quantique, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mécanique quantique, donc dans les années 20, révolutionne notre compréhension de la matière. Mais la lumière, en fait, peut toujours... Alors, bien sûr, il y a Einstein qui est passé par là, parce qu'il a postulé l'existence des photons pour expliquer l'effet photoélectrique. Mais en réalité, même l'effet photoélectrique a été expliqué avec la théorie classique de Maxwell dans les années 30, si je me souviens bien, par des Allemands. Et en fait, la plupart des phénomènes peuvent être expliqués en faisant appel à la théorie classique de la lumière. Et justement, l'un des grands enjeux de l'optique quantique, donc le champ de recherche que j'étudie, et c'est tardif, puisque, encore une fois, c'est à partir des années 60, c'est à partir de quel moment, à partir de quelle expérience, la théorie justement de Maxwell ne marche plus. Mais c'est quand même pour dire que, en gros, cette théorie a duré un siècle, et elle dure toujours, parce que pour la plupart, c'est un peu comme Newton et les lois de la gravitation. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand il s'agit de traiter un problème lié à la gravitation, on utilise les lois de Newton et pas la relativité générale d'Einstein. Et bien là, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on va utiliser la plupart du temps la théorie classique de Maxwell, mais dans certains cas, il faut faire appel à une théorie quantique de la lumière, de même que pour la gravitation, dans certains cas très précis, il faut faire appel à la relativité générale. Donc c'est pour dire aussi, ça peut-être on n'a pas encore pas traité vraiment ce sujet-là, mais c'est très intéressant sur la génétique des théories. Vous savez que, par exemple, Popper, le philosophe, dit qu'à partir du moment où une théorie est falsifiée, elle est abandonnée, c'est en fait un peu caricatural, puisque même si on sait qu'une théorie ne marche pas dans certains cas, il y a beaucoup de gens qui continuent de l'utiliser parce qu'elle est plus simple, parce qu'on l'a apprise à l'école, etc. Donc c'est ce que moi j'essaye d'étudier dans ma thèse, de voir comment des théories peuvent coexister alors qu'elles sont en réalité incompatibles, mais qu'on peut les utiliser dans des cas différents. C'est une grande course, cette course vers la fameuse théorie du tout, une sorte de théorie qui unifierait toutes les physiques, c'est une course qui a la propriété d'être une course dans laquelle on peut reculer, quoi. C'est-à-dire ? Souvenez-vous, vous êtes jeune, mais dans les années 90 ou 80, on présentait ce qu'on appelait la théorie du tout comme imminente, avec la théorie des cordes notamment. Et aujourd'hui, on a régressé, on n'en parle plus beaucoup, à cause de toutes sortes de trucs, notamment le fait que la théorie des cordes se démultiplie en un très grand nombre de versions différentes. Si on prend l'hypothèse de l'inflation cosmique, on a le sentiment... Il y a des découvertes, si vous voulez, qui augmentent... paradoxalement, il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance. Voilà. C'est-à-dire, en découvrant quelque chose, on se rend compte qu'on en sait moins que ce qu'on pensait. Par exemple, à la fin des années 20, il y a des textes assez marrants de physiciens, comme même Einstein, qui disaient on a fini le travail pour la matière. On a le proton, on a l'électron, on a découvert le neutron, en tout cas on en parlait dès la fin des années 20, on le découvre en 1932, et puis c'est bon, quoi. On a compris la structure des atomes.
Et quelques années plus tard, dans le rayonnement cosmique, on découvre une particule que personne n'avait imaginée, qu'on va appeler le muon. Et cette particule va montrer aux physiciens qu'ils n'ont pas tout. Et donc c'était une découverte qui leur apprend quelque chose et qui leur montre leur ignorance en même temps. Et ça, c'est toujours assez spectaculaire. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop où on en est. Par exemple, la matière noire, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas Si on a, ça veut dire qu'en la prédisant, on avait raison. Si on n'a pas, ça veut dire qu'il faut reprendre complètement la façon de comprendre la gravitation pour expliquer la dynamique des galaxies. Donc, moi, je trouve ça intéressant, parce que Popper, on le cite toujours. Voilà, il y a une théorie. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui... Alors, on dit une théorie scientifique, c'est irréfutable. Mais c'est pas vrai. Et les étudiants, ils comprennent une théorie est scientifique si elle est fausse. Parce que réfutable, ça veut dire qu'il peut être réfuté. Si elle peut être réfutée, c'est qu'elle est fausse. Non. Ce que dit Popper, c'est qu'une théorie doit s'engager dans des prédictions suffisamment précises pour être testée. Et si le test est négatif, alors il faut abandonner la théorie parce qu'elle a été démentie par les faits. En fait, c'est jamais aussi simple. Il n'y a pas d'expérience cruciale. Même quand une expérience donne un résultat qui contredit la théorie, il y a toujours la solution ontologique dont on a parlé, et puis il y a la question de l'interprétation, etc. Il y a un bon exemple là de ça, c'est la théorie de la supersymétrie. Donc c'est une théorie qui postule l'existence de nouvelles particules. Et alors là, pour le coup, la différence avec la théorie des cordes, par exemple, c'est que c'est une théorie qui fait des prédictions, notamment sur des particules qui peuvent être observées au LHC, au CERN. Sauf que le LHC... Il y a plusieurs versions. Hein. Alors il y a plusieurs versions, mais le problème, c'est que le LHC fait des mesures. Alors c'est quoi le LHC? Alors le LHC, c'est le grand collisionneur de hadrons, de particules, qui se trouve près de Genève, qui fait 27 km de circonférence. Il y a un projet de FCC de 100 km pour atteindre des énergies encore plus hautes. Et justement, l'idée, c'est de faire des collisions de particules pour tenter de détecter des particules qu'on ne connaîtrait pas. Et donc cette théorie de la supersymétrie prédit toujours, elle existe toujours, mais elle a eu, je ne sais pas trop dans quelles années, mais enfin elle a eu un succès fou à un moment, mais à force de faire des collisions et de ne pas observer les particules qui sont détectées, qui sont prédites, pardon. Observer les particules prédites. Voilà. Alors, soit on change la théorie, donc c'est pour ça que c'est là que Popper, il faut faire attention, parce qu'évidemment, après, on peut modifier la théorie pour dire, voilà, en fait, si on n'a pas observé, c'est pour telle et telle raison, et donc on propose des nouvelles versions successives de la théorie. Et puis, d'autre part, on essaye de prévoir des projets plus grands, comme je le disais, pour aller plus haut en énergie, et tenter d'essayer d'observer ces particules dans des gammes d'énergie plus hautes. Enfin, la supersymétrie, le modèle qu'on appelle minimal, il est mort. Hein. Voilà, donc il y a quand même une sorte de darwinisme des théories qui fait qu'on finit par abandonner celles qui ne marchent pas. Mais c'est vrai que la supersymétrie, c'est une théorie qui a eu un succès fou à une époque et qui maintenant est en perte de vitesse parce que les gens se lassent. Il y a un film d'ailleurs qui montre cette histoire. Quand le LHC a démarré, les années passant, on voit qu'il n'y a pas de particules supersymétriques. Et à un moment, un des physiciens théoriciens qui était un des papes de la théorie de la supersymétrie. John Ellis? Non, c'est justement pas John Ellis, c'est un autre dont j'ai oublié le nom. Il a un coup au moral, quoi. C'est-à-dire, il se dit, j'ai travaillé 40 ans pour une théorie qui ne marche pas. Donc il est désolé d'avoir formé des thésards qui ont travaillé sur un sujet qui n'est pas porteur. Et il y a un monsieur, un autre physicien qui vient le consoler et qui lui dit, mais non, le fait d'avoir démontré que cette théorie est fausse est une grande découverte scientifique. Moi, j'aurais pas été consolé, personnellement. Mais... Et c'était quoi le point de départ de cette théorie? C'était la matière noire? C'était pour des... Non, pas du tout. C'était d'établir une symétrie, parce que les symétries, ça a toujours été porteur dans la façon d'unifier des phénomènes très différents. C'était de traiter de la même façon les particules de matière et les particules qui médiatisent les interactions. En physique quantique, une force, une interaction, elle est médiatisée par des particules qui la portent. C'est le photon pour la force électromagnétique, c'est les gluons pour les quarks, pour l'interaction nucléaire. Et l'idée, c'était de faire un modèle théorique dans lequel la matière et les interactions sont décrites de façon symétrique. C'est ça qu'on appelle la supersymétrie. Quelles étaient les découvertes contemporaines des 10 dernières années, et puis les questions qui sont encore en suspens aujourd'hui, les grandes questions de la science?
peut-être je peux répondre par rapport au livre, Oui. parce qu'on en parle. On a choisi de mettre 2 découvertes, disons, majeures en lumière, qui au départ sont des idées de génie, mais on n'a pas décidé de mettre les textes qui se réfèrent à l'idée initiale, mais plutôt à la découverte. Donc c'est d'une part le boson de Higgs, découvert en 2012, enfin l'annonce a été faite au CERN le 4 juillet 2012, et puis les ondes gravitationnelles 4 ans plus tard à peu près. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord, en tout cas tous les deux, pour dire que c'est 2 découvertes fondamentales. Maintenant, je te laisse pour les questions. Oui, en plus, c'est 2 découvertes qui se contredisent. Parce que le boson de Higgs, c'est une prédiction de la mécanique quantique, et les ondes gravitationnelles, c'est une prédiction de la relativité générale. Donc, du point de vue de l'espace-temps, ça veut dire qu'elles ont toutes les 2 raisons dans leur champ, et on n'arrive pas à... Bon. Alors, les grandes questions, c'est la matière noire, on en a parlé, mais on a tous un rapport un peu subjectif aux découvertes dont on aimerait, ou plutôt aux questions dont on aimerait connaître la réponse avant de mourir. Et moi, c'est très simple. Je voudrais savoir s'il existe des particules neutres qui sont leurs propres antiparticules et qui pourraient d'ailleurs constituer la matière noire. Parce que ça, c'est une prédiction d'un physicien des années 30 qui s'appelait Ettore Majorana, qui a disparu en 1938, volontairement. Il a dit qu'il partait, on ne sait pas où. On ne l'a jamais retrouvé. Mais lui, il avait eu cette idée en trafiquant un peu l'équation de Dirac, que des particules pouvaient être leurs propres antiparticules. Et à l'époque, le problème de la matière noire ne se posait pas. Il n'était pas connu. Et donc, ce serait intéressant qu'un physicien ait trouvé dans les années 30 la solution d'un problème qui ne se posait pas alors, et physicien qui aurait prédit une particule qu'on va découvrir grâce au LHC, qui serait sa propre antiparticule. Et ce serait, je sais pas, du point de vue historique, peut-être un cas unique où un problème a été résolu avant qu'il se pose. Et vous êtes confiant là? Vous pensez que c'est un objectif qui peut être atteint? Avec le LHC, oui. S'il faut attendre la machine d'après, moi je serais mort, mais le LHC, oui. En plus, moi, ce qui nous a intéressé un peu aussi dans les commentaires, c'est, moi j'aime bien essayer de voir si un physicien qui est créatif a une psychologie qui ressemble à sa création. Par exemple, Schrödinger, le chat de Schrödinger, c'est un chat superposé, il est dans la somme de 2 états. Schrödinger lui-même était très superposé, notamment en matière amoureuse. Mais pas seulement, c'est un type qui était superposé, il n'arrivait pas à trancher. Et Majorana, il était sa propre antiparticule, justement. C'est-à-dire qu'il avait un rapport à lui-même qui était assez conflictuel. Et donc, il a prédit des particules qui sont elles-mêmes leurs propres antiparticules. Donc, et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Einstein, par exemple, il se définit lui-même comme agéographique. C'est-à-dire sa façon de réfléchir est indépendante du lieu où il se trouve. Or, le principe de base de la relativité générale, c'est ce qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme. C'est le fait que ce qui compte pour repérer un événement physique, c'est pas du tout le système de coordonnées dans l'espace-temps qui permettent de l'indexer, c'est l'événement lui-même. Bon, ça ressemble un peu à sa façon de considérer l'espace, en tout cas dans la façon dont lui-même le fréquentait. Et on apprend aussi là avec le champ de Higgs que la masse n'est pas une propriété intrinsèque finalement d'une particule, mais que c'est une conséquence de sa présence dans un champ. Ouais, toutes les particules ont une masse nulle en fait. Oui, c'est pour ça qu'on a vraiment mis en lumière lumière le boson de Higgs et les ondes ça, c'est quand même gravitationnelles. une histoire vraiment géniale. Enfin, je trouve, c'est pas tellement les idées qui sont géniales, c'est l'histoire qui est géniale. Parce que dans les années 60, on avait un modèle en physique des particules qui est devenu plus tard le modèle standard, qui marchait vachement bien, qui permettait de comprendre ce qu'on voyait dans les résultats des collisions produites avec les particules. Sauf qu'il y a des gens qui ont regardé ce qu'impliquaient ces équations, si elles étaient vraies. Si elles sont vraiment vraies, elles impliquent quoi? Et ils ont découvert avec stupéfaction que ces équations prédisaient que la masse de toutes les particules élémentaires devait être nulle. Ce qui est faux. L'électron, il a une masse non nulle.
À l'époque, on ne parlait pas des quarks, mais peu importe, les quarks qui sont dans les protons et les neutrons ont une masse non nulle. Donc on a une théorie qui prédit quelque chose qui est contradictoire avec les mesures. Et la plupart des gens, c'est toujours le même réflexe. C'est Popperien. Karl Popper. Ah ben, la théorie est démentie par les faits, donc la théorie est fausse. C'était le réflexe le plus commun. Et des gens essaient de travailler à des nouveaux modèles théoriques pour expliquer les interactions d'une autre façon que le modèle standard. Il y a eu des modèles qu'on appelle Technicolor et d'autres assez compliqués, en fait très compliqués. Et puis il y a trois jeunes gens, ils étaient jeunes à l'époque, hein, qui ont dit, mais souvenons-nous de Galilée. Une théorie physique peut expliquer un phénomène tout en le contredisant. Et c'est peut-être nous, disent-ils, nous les physiciens, qui avons mal compris le statut de la masse. Au lieu de considérer que c'est une propriété intrinsèque des particules, peut-être que ça résulte d'une interaction qu'elles ont avec le vide, qui n'est pas vide. Et donc ils imaginent que dans le vide, il y a un champ avec lequel les particules sont couplées, plus ou moins fort, et c'est l'intensité de ce couplage qui détermine leur masse. Donc dans le livre, on prend une métaphore qui est fausse, comme toutes les métaphores en physique quantique, mais qui permet de comprendre. Il faut imaginer que le champ de Higgs, le champ dont les quantas sont ces bosons, c'est comme un champ de neige. Donc il y a de la neige partout. Et les particules n'ont pas de masse, mais elles ont des skis aux pieds. Elles font du ski sur le champ de neige, qui est le champ de Higgs. Si les skis qu'elles ont sont très très bien fartés, il n'y aura pas de frottement et elles vont glisser sans dissipation. Et nous qui les regardons, nous dirons tiens, elles vont à la vitesse de la lumière et leur masse est nulle. Si au contraire, les skis sont mal fartés, ça va frotter, elles iront moins vite que la lumière, et nous qui les regardons, nous leur attribuerons une masse non nulle. Et donc c'est un changement complet de perspective qui revient à dire que finalement, ce qu'on appelle la masse d'une particule, c'est une mesure de la mauvaise qualité du fartage de ces skis. Après, il faut démontrer que le champ de neige existe, et il faut démontrer que le couplage, le mauvais fartage existe aussi. Et c'est une question ouverte en ce moment? Ah non. La découverte de Higgs, ça a démontré que le champ de Higgs... Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'entre entre la prédiction et la découverte, il y a eu presque 50 ans, 48 ans exactement. Hein. C'est énorme. Et pourtant, Peter Higgs et François Englert, donc deux... Ils s'étaient jamais rencontrés. Pardon ? Ils s'étaient jamais rencontrés. Ils s'étaient jamais rencontrés. Et donc, le jour de l'annonce de la découverte, le 4 juillet 2012, au CERN du boson de Higgs, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et donc, c'est là qu'ils ont eu une standing pour une raison ovation. simple. En fait, ils ont écrit le même article, la même idée en tout cas. L'un en août 64, l'autre en juin 64. Et le premier qui a publié, c'est Englert, avec son collègue Brout. Higgs a publié plus tard. Mais les Américains, quand ils ont fait l'histoire, se sont trompés dans la chronologie. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé leur boson, le boson de Higgs, alors qu'ils auraient dû l'appeler le boson de Higgs, Englert, Brout. Et en réalité, ils portent ce nom-là. Non, mais il y a une anecdote marrante, c'est qu'après la découverte, tout le monde savait qu'ils auraient le prix Nobel. Bon, sauf Brout qui était mort, mais Higgs et Englert qui savaient qu'ils auraient le prix Nobel en 2013. Brout qui est mort en 2011, c'est quand même pas de chance. Hein. Il a attendu 47 ans et la 48e année. À partir de ce moment-là, Englert, qui est un Belge très sympa, il a fait la tournée des laboratoires. Il a milité dans des conférences pour que le boson de Higgs change de nom et s'appelle le boson scalaire. Il y avait deux arguments. Le premier, c'était qu'on ne donne jamais un nom de physicien à une particule. Donc pourquoi on donnerait ce nom de Higgs à cette particule-là? Et l'autre raison, c'est que d'un point de vue mathématique, le boson de Higgs, c'est un boson scalaire. Il est décrit par un nombre scalaire. Et il est venu à Saclay, donc au CEA, faire cette conférence. On a déjeuné après avec lui. Et c'est là qu'on lui a dit, vous êtes sûr que boson scalaire, c'est une bonne expression? Il a dit oui, pourquoi? Il a dit, vous avez regardé l'anagramme? Le boson scalaire a pour anagramme bière sans alcool. Et là, il dit, pour un Belge, c'est pas possible. Et là, il a accepté que ça s'appelle autrement. Messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de ce temps. Merci à tout le monde. Vous pouvez vous procurer le livre auprès de notre libraire partenaire, Les Parages.
Étienne Klein, merci beaucoup. Merci. Votre dernier ouvrage, L'Esprit du corps, est aussi disponible auprès de notre libraire si vous voulez vous le procurer. Merci à tous. Merci en tout cas. Merci beaucoup.